Et maintenant qu'on a fini avec ça, j'étais un peu obligé, les gars. J'en avais envie depuis quelques temps. C'est le côté un peu pareil, côté tout à fait subjectif. Je peux pas faire ça avec toutes les équipes de la ligue. Il y a encore une équipe ou l'autre, je vais me faire un petit focus. Mais le premier focus que je dois faire sur une équipe, bah, c'est les Los Angeles Lakers. J'ai pas le choix, les gars. Ce truc récemment, ils sont un peu intéressants. En début d'année, quand j'ai vu les différentes signatures, quand j'ai vu le roster qui était aligné, j'en ai parlé avec un ami à moi et que j'espère aussi vous ramener sur certains contenus parce que c'est aussi un gros fan de la ligue. On a parlé avec le Bombast et il me disait oh t'as vu les signatures, il est souvent au courant de ça donc on en parle souvent entre nous. T'as vu les signatures des Lakers et j'étais vraiment rabat-joie. Je lui dis ouais mais non ça va, ça passe peut-être autour des playoffs mais ça fait rien de plus. Un effectif pareil, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et tu là, oh, t'as pas vu, il y a quand même, il y a Marcus Smart, il y a DeAndre Ayton. Donc je me dis, bah oui, c'est vrai qu'il y a quelques signatures intéressantes, je pense. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, surtout avec un Luka Doncic un peu plus acclimaté. Mais bon, c'est encore LeBron avec un an de plus. C'est des joueurs qui sont encore là et qui n'ont pas spécialement. Je pense à Gabe Vinson qui a été tradé depuis, mais en début d'année, on ne le savait pas. Je pense à Jared Vanderbilt, que j'aime encore bien sur un spécifique, mais il y a des moments de match où il est strictement injouable parce qu'offensivement, il ne représente aucune menace, quasi aucune menace, je vais dire. Donc en général, il y a des. En playoff, je me rappelle que l'an dernier, il y a des moments où Jared Vanderbilt devait être sorti du terrain, littéralement, parce qu'il était injouable offensivement. Vu qu'il ne shot pas beaucoup et qu'il n'a pas cette palette offensive, ben, les équipes l'ignorent complètement. Ils défendent un 5 contre 4. Donc dans certains cas, c'était pas facile. Donc j'étais vraiment rabat-joie. Je suis un fan des Lakers, mais je suis pas un fan complètement fou. Je vais pas dire oh, on gagne le titre chaque année. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jamais je pense ça. Et j'avais pas du tout l'impression que l'équipe pouvait être un prétendant sérieux au titre, malgré le fait que l'aperçu hier me dit si l'équipe s'est renforcée défensivement et être prétendant sérieux au titre. Non, moi je ne l'ai pas pensé du tout. Je ne le pense toujours pas, soit dit en passant. Mais ce qui me donne tort, par contre, c'est que le stretch là, le récent des Lakers est excellent et ils jouent leur meilleur basket, on va dire un peu au meilleur moment. Post-All-Star Game, on se rapproche des playoffs, on est en train ici de se battre pour le placement. Les gens qui me disent qu'on commence à jouer qu'en playoffs, je suis désolé, vous regardez pas assez la ligue, vous connaissez pas assez le basket parce que c'est strictement faux. Les équipes veulent se placer, les équipes veulent le fameux home court advantage, c'est-à-dire qu'ils veulent commencer à domicile, ils veulent recevoir à domicile, et ils veulent que le dernier match se fasse chez eux. En playoff, ça a une importance énorme. On veut jouer chez soi, on veut jouer à la maison, on ne veut pas jouer à Game 7 à l'extérieur. Il y a des exemples magnifiques de Game 7 qui sont gagnés à l'extérieur, c'est pas ça, mais les équipes veulent se battre pour ça, ça a une importance. Les équipes veulent être placées pour avoir peut-être le match-up le plus favorable, ou peut-être simplement le fait, je vous dis, le home court, très important. Donc là maintenant, il y a une intensité, et on le voit au match, hein, je trouve. Si vous suivez un peu la ligue, on voit maintenant qu'il y a eu on a augmenté un peu dans le cran quand même. On a toujours les équipes qui ne jouent rien et qui ne représentent rien. Je vous parlais des Wizards, c'est le meilleur exemple. Mais on a quand même des équipes là qui ont envie de se placer pour les play-in, qui ont envie d'avoir un bon seeding pour les playoffs. Et bon, on a les Lakers qui, je vous le dis honnêtement, je suis surpris, qui sortent certains des meilleurs matchs que je les ai vus jouer, avec Luka Doncic taille patron qui n'apparaît jamais dans aucun top 5 MVP. Ça, je ne parviens pas à comprendre. On aura l'occasion d'en parler après, mais je ne comprends pas. Comment Luka Doncic n'est jamais cité dans le top 5 des MVP cette année. Il est meilleur scoreur de la ligue, il est très haut, il est à quasi 9 rebonds, quasi 9 passes, et les Lakers gagnent. Donc on peut plus lui reprocher ah bah oui, bah, ton équipe est 7ème, on te considère même pas. Non, non, là ils sont bien bien dans la troisième seed, et ils l'ont fait de manière assez autoritaire. Ils ont battu des concurrents directs. Ils ont battu Minnesota, ils viennent de battre Houston, ils ont battu encore Denver, ils viennent de battre Denver récemment. Donc ils ont gagné des vrais matchs qui ont de l'importance. Je comprends pas trop. Luka Doncic en plus en taille patron, il est excellent. Je vois le nombre de matchs à 30 points. Je pense qu'il a un match, pas si on se rend compte. Il a un match à 30 points d'égaler le record de Kobe Bryant en tant que Laker sur le plus grand nombre de matchs à 30 points sur une saison. C'est sa deuxième saison, même pas, c'est sa première saison complète. Et il va déjà franchir une marque pareille. Je sais pas si on. Enfin, c'est devenu un peu. Je crois que le problème de Luka Doncic, c'est qu'il a rendu ça un peu trop banal. C'est devenu un peu trop facile, donc les gens disent oh, c'est facile pour lui. Non, 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 non. Non, non, non. Il est meilleur scoreur, il le fait de manière incroyable, et son équipe gagne. Son équipe est haute dans le classement. On va absolument pas rattraper les deux mastodontes. OKC et San Antonio ils vont pas les rattraper. Mais s'ils peuvent s'accrocher fermement à cette troisième place, ils pourraient passer un tour de playoff et ils pourraient peut-être déranger une équipe sur un deuxième tour. Je pense qu'ils sont. J'ai du mal à les voir battre les Spurs ou OKC en 7 matchs. Je vous le dis sincèrement, je ne crois pas que ce soit possible à l'heure actuelle. Même Denver, pour être honnête. Ils viennent de les battre, vous allez me dire, oui, mais sur 7 matchs, je ne sais pas. Même si les Lakers, quand Luka joue, depuis que Luka est arrivé, sont en 4-1 contre les Nuggets, je suis franchement pas formel qu'ils puissent les battre en 7 matchs. Je n'arrive pas vraiment bien à me placer. Mais on a en tout cas
une équipe qui tourne, et ça me fait très plaisir parce que je ne les voyais pas à ce niveau-là cette année, je ne les voyais pas au niveau d'intensité pareil, je ne les voyais pas développer un si beau jeu à ce moment-ci. Évidemment, tout le crédit aux joueurs qui ont décidé d'un peu jouer. Hein. Sur le début de saison, on jouait pas du tout en défense, on était ridicule. La défense était une passoire, on laisse passer tout le monde, on accroche rien. Alors offensivement, on a trois joueurs qui sont exceptionnels. On a évidemment le Don, Luka Doncic, je vais vous en parler. On a Austin Reeves qui ne cesse d'impressionner. Et on a évidemment LeBron James, on a le King, il n'y a pas de problème avec ça. Scorer, c'est pas un problème. Mais quand vous laissez toutes les équipes vous rouler dessus parce que vous avez trois mecs qui veulent pas trop se bouger en défense, les trois que je viens de citer, bah forcément, vous pouvez scorer, mais avec une équipe qui défend un petit peu, il y a quand même pas plus de chances de rater que quand vous avez une équipe qui ne défend peu ou pas. C'est ça qui me dérange, et ça m'a fortement dérangé cette année, je vous le dis sincèrement. La première partie de saison est un calvaire pour moi, parce que même si on n'a jamais été très loin au classement, c'était une catastrophe à regarder, c'était pénible de voir les joueurs faire ce qu'ils veulent. En fait, c'était vraiment la distribution de paniers aux Lakers. Tu veux établir ton record de points sur la saison, bah joue les Lakers. Et c'est open bar, tu peux aller scorer tranquille. Il y a 2-3 mecs qui vont te regarder, ouais, ça me plaît pas du tout. Je vous le dis, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai vraiment eu cette énergie depuis post-All-Star Game. Regarde après, j'ai mis les résultats. Depuis l'All-Star Game, donc post-All-Star Game, on dit toujours que c'est là que la saison commence. Donc si les Lakers ont bien entendu le message, en tout cas ils l'ont très bien compris. Parce que ça fait plaisir, c'est au bon moment, on développe. Et si on part à la troisième seed, eh ben on pourra au moins avoir des playoffs intéressants et compétitifs. C'est ça qu'on veut dans le fait. S'ils peuvent créer la surprise, mais qu'ils la créent, je serai le premier surpris et je serai le premier agréablement surpris, si je peux vous dire. Et pourquoi je reviens un peu à ça, parce que je voyais, on a Gabe Vinson qui a été tradé pour Luke Kennard. C'était pas un gros trade, c'est vrai qu'on s'attendait à un plus gros move, même si sincèrement je m'attendais pas à de gros moves au trade deadline cette année, parce que je pense que c'est misé sur l'année prochaine. Je pense sincèrement qu'on a. Et c'est pas un scoop, hein. Je pense que la majorité des personnes qui parlent des Lakers vous diront que c'est la dernière année de LeBron aux Lakers. Mais cette année, il gagne encore plus de 50 millions de dollars. Donc l'année prochaine, on va réduire la masse salariale, on va réduire le cap. On va pouvoir créer une équipe peut-être plus compétitive autour de Luka Doncic et voir en fonction des besoins de Luka Doncic. Donc j'avais pas l'impression qu'on allait faire une grosse signature à la trade deadline. On a eu Luke Kennard qui est un sniper et qui a un profil parfait pour jouer avec les Luka et les LeBron James. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais il y a quelque chose qui m'inquiétait, et je voulais faire une petite parenthèse, il y a quelque chose qui m'inquiétait vraiment en tant que fan des Lakers, c'est que les Lakers ont proposé une extension de contrat à Austin Reeves à l'été 2025, qu'il a gentiment décliné, et on ne peut pas lui reprocher. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que les Lakers lui ont proposé quelque chose comme 3 ans et 98 millions, je crois quelque chose comme ça. Alors évidemment, pour les mecs comme vous et moi, 3 ans et 98 millions, ça, ouais, ça met la famille et une bonne partie de l'arbre généalogique futur à l'abri, on est bien d'accord. Mais pour quelqu'un comme lui qui est éligible, si je ne dis pas de bêtises, au max, comme il a été drafté par les Lakers, je pense qu'il peut signer. Il peut, je dis bien, je ne dis pas que ça va être le cas, mais il pourrait signer avec les Lakers 240 millions en 5 ans. Alors oui, on peut pas lui en vouloir. Le mec a parié sur lui-même, il s'est dit moi je viens de nulle part. Et du coup, il a surpris tout le monde, il a été bien meilleur que ce qu'il était attendu, il a créé sa propre carrière, il a créé le stock qu'il a à l'heure actuelle, il a créé son jeu et il a surpris vraiment pas mal de monde. Je pense que c'est pas une surprise que je vous dis là. Il a été capable de jouer à un niveau. Moi je l'attendais pas à ce niveau-là. Et il est, en plus de ça, la progression est permanente. Donc quand à l'été on lui propose ça aux Lakers, les Lakers lui proposent ce deal parce qu'ils se disent s'il le signe, on est bien. Parce que s'il signe un deal pareil, nous pour le cap, on est bien. On a un numéro 2 derrière Luka. Parce que globalement c'était pour faire un back court. Luka Doncic en poste A et Austin Reeves en poste 2. Même si vous savez qu'à l'heure actuelle les postes sont plus fluides en NBA. Mais allez, on va rester dans la structure, on va dire poste A Luka, poste 2 Austin Reeves. Et offensivement, c'est vrai que c'est un duo qui est très intéressant. Par contre, défensivement, je vais pas vous cacher que c'est un peu une passoire, surtout quand les mecs l'ont décidé. Il y a des soirs où ils l'ont vraiment décidé. Ça, c'est les soirs où je vous dis j'ai vraiment du mal à les regarder parce que c'est vraiment insupportable. Mais du coup, il est éligible. Donc quand Austin Reeves ne signe pas ce contrat, je le dis d'ailleurs, je reparle de lui, mais j'en parle à mon bombast et je lui dis vieux, ils vont le trade. Non, t'es fou, ils vont pas trade. Je pense qu'ils vont le trade. Donc vous voyez, encore une fois, j'étais sûr de moi, j'avais tort. Ils l'ont pas trade. Parce que je me dis, mais attends, s'il ne signe pas à l'été 2025 et qu'il peut partir gratuitement en 2026, parce que si on ne le prolonge pas, il aura le droit de partir, les Lakers ne vont pas, à moins que je. Encore une fois, je peux avoir tort et on en parlera fin d'année, mais je n'ai franchement pas l'impression que les Lakers vont signer Austin Reeves pour 240 millions en 5 ans. Je ne pense pas. Ce serait. Autant Austin Reeves le mérite et je lui souhaiterais pour lui-même, mais dans une ligue aussi dure avec un cap, on ne peut pas donner 240 millions à Austin Reeves
derrière Luka Doncic et espérer avoir une équipe compétitive. Ça, je n'y crois pas. Je vous le dis sincèrement. S'ils font ça, on aura peut-être du beau jeu offensif, mais je ne pense pas qu'on aura des campagnes de playoffs très trépidantes. J'en suis vraiment convaincu. Je ne pense pas que ce soit possible. On aura vraiment trop de ressources allouées sur le backcourt et on va devoir signer des mecs derrière qui ne représenteront peut-être pas grand-chose et qui n'auront pas le niveau suffisant pour apporter ce qu'il faut. Parce que vous avez une doublette très intéressante, mais je vous dis, défensivement, quand ils n'ont pas décidé, c'est une cata. Et Dieu sait que les playoffs sont très intéressants pour ça, parce que le jeu se resserre. Il y a vraiment des défenses, et en plus ça, il y a des préparations de match-up, comme on dit. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer 3 équipes différentes sur une semaine, vous jouez 3 fois la même. Donc là, vous avez une préparation précise. C'est aussi pour ça que les coachs sont si importants pendant les playoffs. J'en suis vraiment convaincu. Les coachs sont importants. Les coachs doivent permettre de comprendre à leur équipe leurs propres points forts, leurs propres points faibles, et préparer l'équipe d'en face en disant voilà comment on peut les attaquer, voilà comment ils peuvent nous attaquer. On doit éviter qu'ils nous attaquent comme ça, on doit les attaquer comme ça. Je sursimplifie, mais c'est pour vous donner une idée. On prépare les match-up en playoff. Croyez-moi bien que quand il y a une équipe qui se pointe aux Lakers et qui voit le backcourt Luka Austin Reeves, ils se disent prenez le mismatch sur ces deux gars-là. Et il y a beaucoup d'équipes qui le font. Alors je dis pas que ça va marcher à chaque fois, hein, mais en tout cas, on peut mettre des joueurs en confiance. Si vous avez un joueur qui a pas en Berno shot, prends le mismatch sur Luka, prends le mismatch sur Austin. Surtout, je me répète, s'ils ont décidé de ne pas jouer défensivement, alors là, c'est open bar. Hein, ça, vous pouvez prendre vos shots et vous pouvez vous mettre en confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Mais j'avais la nette sensation que les Lakers ne pouvaient pas se permettre de signer Austin Reeves à 240 millions. Donc si on ne le signe pas à 100 millions parce qu'il n'est pas d'accord de signer l'offre, ce que je peux comprendre, il parie sur lui-même, il veut vraiment toucher le jackpot. Personne ne peut lui reprocher, il le mérite, il l'a gagné sur le terrain. Mais je pense pas que ce serait une décision intéressante et intelligente du front office de signer Austin Reeves pour 5 ans, sauf si on veut juste avoir du bon jeu et ne pas espérer. Je ne pense pas qu'on puisse espérer une grosse campagne de playoff avec une équipe agencée de la sorte. Donc on n'a toujours pas trade Austin Reeves, alors qu'il avait une valeur incroyable, et on le laisse jouer cette année. Alors évidemment, si on gagne le titre cette année, tout est oublié. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ce sera le cas. Je pense qu'il y a vraiment quelques équipes qui sont vraiment au-dessus d'eux. Mais moi, je suis toujours très content quelque part, parce qu'en tant que fan des Lakers, voir Austin Reeves, ça a bonheur. L'action qu'il a réalisée contre les Denver Nuggets, pour ceux qui ont regardé un peu le match ou la highlights, où il fait exprès de rater son deuxième lancer franc, il le récupère, il met son petit flotteur pour aller décrocher les prolongations pendant lesquelles Luka met le game winner. C'est des moments où on aime ce gars, on voit qu'il respire purple and gold, c'est très compétitif et il s'améliore tout le temps. C'est le genre d'histoire que vous voulez. Le problème dans cette ligue, c'est qu'il y a un cap salarial. On ne peut pas juste donner des salaires à qui on veut, un peu comme au foot. Donc on doit faire attention où on alloue nos ressources. Et je vous dis, si on signe Austin Reeves pour 240 millions, je pense qu'on met en péril en tout cas la réussite future des Lakers en playoff. Après, s'il était d'accord de prendre un discount, comme ils disent les Américains, j'y crois pas et je vois pas pourquoi il le ferait. S'il peut signer pour autant ailleurs, il doit aller ailleurs et prendre son chèque, il le mérite. Mais s'il prenait évidemment, moi je serais pour signer Austin Reeves, mais évidemment à ce prix-là, on pourrait pas se le permettre, on n'aurait pas une équipe équilibrée, donc ce serait un petit peu dommage. Mais je voulais vous en parler parce que c'était vraiment un feuilleton. Je me demande comment il va se simplement, quelle fin peut-on entendre du feuilleton Austin Reeves. Moi en tout cas, je lui souhaite le max, le top, je lui souhaite absolument tout. Il le mérite, il a gagné sur le terrain, il est venu de nulle part. Personne n'était intéressé par lui à la draft. Même quand il est arrivé au début, c'était pas, personne ne s'attendait à rien de lui. Moi le premier, hein, j'étais pas ouais, moi je l'avais vu avant. Non, 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 non. Moi je l'ai vu quand il a commencé à jouer avec les Lakers parce que c'est l'équipe que je suis le plus et il était impressionnant, même en rookie, en sophomore. Et chaque fois une amélioration assez significative. Je pense que je peux le montrer rapidement. Ouais, vous voyez l'évolution. En gros, on est drafté et regardez simplement les stats par année, quoi. Quand t'es GM d'une équipe, que t'as drafté un gars pareil ou que t'es coach, ça, tu rêves de voir une progression pareille. 7, 13, 16, 20, il y a une amélioration chaque année. Donc le mec est meilleur chaque année. Ça veut dire que ça nous renseigne sur les capacités physiques, mais sur les capacités mentales. On sait que ce mec-là est un bosseur, c'est un amoureux du ballon, et ça fait plaisir. Je vous dis juste qu'au prix qu'il peut demander, je ne suis pas certain que ce soit la décision de business la plus intéressante, même si moi, personnellement, je lui souhaite, parce que ça a été un jour incroyable des Lakers, et j'aurais préféré évidemment pouvoir le signer l'été dernier, mais je peux comprendre qu'il veut parier sur lui-même et aller chercher le jackpot. Je pense que beaucoup de personnes, vous et moi, on aurait peut-être essayé la même chose. Si on a le vent en poupe, autant essayer de surfer un peu dessus plutôt que de se contenter de plus bas et de le regretter plus tard. Donc globalement, c'était un peu le sac de base, je regardais ça. Mais par contre, les résultats récents, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que depuis globalement le All-Star Game, on voit en tout cas, plus le mois de mars, si on prend, vous voyez que la forme, elle est quand même excellente. Donc en gros, ils perdent contre les Nuggets. Vous voyez que ça enchaîne quand même bien et ça joue. Regardez, ici, ça bat les Nuggets, ça bat les Rockets,
ça bat les Timberwolves, ça bat les Knicks, les Pacers pas cette année, mais ça bat des équipes, je veux dire, compétitives, en jouant très bien au basket, en ayant des bonnes... Et surtout, ma petite satisfaction personnelle, j'ai eu vraiment l'impression que l'équipe en avait quelque chose à secouer de la défense, c'est-à-dire qu'on avait de l'intensité, on a des mecs qui sont battus, notamment Luka et Austin, et on a aussi LeBron, et on a aussi, pareil, une petite parenthèse que je voulais faire rapidement, LeBron James, les gars, le King, qu'on l'aime pas, c'est votre goat, ça l'est pas, on s'en fout. Le gars a quand même été capable, je trouve qu'il y a eu un shift énorme depuis le All-Star Game où il y a vraiment un step back de LeBron, de se dire bon, j'ai deux jeunes joueurs qui sont en train de monter ou qui sont déjà établis dans le cas de Luka. Je vais vraiment devenir la troisième option, ce qui fait qu'on a un nombre de shots pris qui est à la base et on a vraiment cette impression qu'il veut faire ce qui... Enfin, avec le basket IQ qu'il a, il n'y a pas de problème, on sait qu'il le comprend vite. On a vraiment l'impression qu'il veut se mettre au service du collectif. En troisième option, en se disant je vais faire ce qui est nécessaire pour que l'équipe gagne. Et ça, c'est incroyable. Encore une fois, ça montre encore une fois la qualité du bonhomme, l'intelligence. J'ai été fan, regarde encore sur le... Je pense que c'est contre Denver encore. C'est encore, je crois que c'est contre Denver, dimanche, où vous avez vu le plongeon à la Rodman, où il est en full extension pour aller chercher, pour aller chercher la balle. 41 ans, je dirais, et il est capable de faire le sale boulot comme ça. Enfin, encore une fois, c'est une nouvelle ligne dans son CV pour moi, qu'on l'aime, on s'en fout. C'est incroyable. Il est capable de se dire, bon, je suis LeBron James, je suis considéré par beaucoup de personnes comme le GOAT, et malgré ça, je vais laisser Austin Reeves et Luka. Mais limite, avec Luka Doncic, on peut comprendre, mais il y a un mec qui arrive à passer derrière Austin Reeves, quoi. Moi, je suis fan de sa décision, et je pense que ça nous aide, ça. Les résultats le démontrent carrément. Mais il faut quand même, vous voyez, il faut quand même une force de caractère assez incroyable, je trouve, pour se dire, je vais me mettre en retrait, je vais faire un peu une partie du sale boulot et je vais faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire couper vers le panier, parce qu'on n'a pas, on va pas dire exactement que Austin et Lucas sont des cutters, des gars qui vont les jouer, c'est pas des slashers au cas des deux. Ils ont une palette de skills offensives incroyable, mais LeBron, il a encore cette capacité physique où vous avez, c'est un des dieux les plus amusants de la ligue à ce niveau-là, c'est quand vous avez dans plus ou moins tous les matchs les fameuses passes de quarterback pour le tight end, hein. Vraiment, c'est Lucas et le quarterback, on attrape la balle, et on a LeBron qui l'attrape parfaitement dans la ligne, boum, les deux pas, on score, c'est des points faciles, et ils ont vraiment développé une alchimie redoutable à ce niveau-là. Et on voit que LeBron a vraiment parfaitement compris comment l'équipe tourne, cette intelligence de se dire, voilà, quelles sont les qualités de l'équipe, quels sont les joueurs. On a évidemment Marcus Smart ces derniers temps, on a une line-up qui tourne bien ces derniers temps, quand vous avez globalement Luka, Austin Reeves, Marcus Smart, que je viens de citer, LeBron James et DeAndre Ayton ou Rui Hachimura. Globalement, quand vous avez ces sacs sur le terrain en même temps, bah, c'est vraiment un beau line-up. Parce qu'en plus, on a Marcus Smart qui apporte. Il n'a pas peur de prendre les gros shots à 3 points, il est souvent bien placé. Et en plus de ça, il amène un peu ouais, ce caractère de bulldog. Le mec, il veut défendre, il veut aller manger du ballon. Le style qu'il fait au quatrième quart-temps contre les Nuggets, pour moi, plie le match. C'est magnifique. Donc, il y a vraiment une belle énergie. Ça fait très plaisir. On va voir un peu ce que ça raconte jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il reste, comme vous pouvez le voir, pas énormément de matchs. S'ils parviennent à garder la troisième place, je pense qu'on peut avoir une campagne intéressante des playoffs. Donc, on pourra suivre. On essaiera de se faire ça au fur et à mesure pendant les playoffs. Je me réjouis vraiment. Et du coup, ça clôture un peu ce que je voulais vous dire. Je vais parler un peu de la forme des Lakers. Ça fait très plaisir. Ils viennent de remonter à la troisième place. Luka joue à un niveau absolument MVP. Ça, je pense pas qu'il y a beaucoup d'arguments qu'on pourrait m'opposer en disant non, pas du tout MVP. Me dire qu'il y a meilleur que lui, je suis tout à fait d'accord. Mais il fait une campagne MVP quand même. Je pense que c'est assez clair. Et je me réjouis de voir s'ils battent les Rockets, par contre, ils prennent le tie-break. Je pense qu'ils ne repasseront pas, les Rockets ne repasseront pas devant. Mais oui, il reste quand même quelques gros matchs à aller chercher. Et on va voir le seeding, on va voir s'ils sont capables de rester sur cette bonne vague. Je ne les voyais pas à ce niveau, je les voyais vraiment plutôt dans le ventre mou, quasi play-in. Et les voir peut-être gagner un round justement par les qualités incroyables des leaders. Mais ils sont bien mieux que ça. Et surtout en deuxième partie de calendrier, où on prend beaucoup de plaisir, parce qu'on voit qu'ils jouent quand même un petit peu plus en défense. Parce que là, on voit un gros scoring, mais c'était c'était hors du temps, c'était dans le temps additionnel, ok, c'était en overtime, pardon. C'était pas sur les 48 minutes. Et sur les Timberwolves, on voit quand même que on n'a pas laissé scorer beaucoup les Timberwolves, on n'a pas laissé scorer les Rockets, même si j'ai vu que les Rockets étaient un peu en panne offensivement, mais malgré ça, on laisse scorer moins de 100 points. Les Knicks à moins de 100 points, les Rockets à moins de 100 points, les Timberwolves à 106, et puis vous avez d'autres matchs comme ça où Luka a juste envie de scorer 50 points parce qu'il se fait trash talk par Bouzelis. Et ouais, là par exemple, vous voyez qu'en termes de défense, quand vous encaissez 130 points, je pense qu'on a. Ouais, c'est le genre de match où ils n'ont pas envie, mais ils ont juste été capables d'outscore en face. Parce que Luka était dans une forme absolument ridicule, mais je pense pas que ce soit une. Voilà, ça pour moi, c'est pas viable en playoff, c'est pas viable contre les bonnes équipes. Ça peut pas tenir. Ça par contre, c'est viable, et ça c'est viable. On laisse pas. C'est pas le festival offensif de l'équipe d'en face, et eux parviennent quand même à scorer. Il n'y a pas besoin de mettre 150 points, on fait du 192, c'était un match très abouti.